À Noël, mon fils m'a crié « paix ou part ». Le bruit de sa voix a rempli la salle comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre sur une tempête. 25 personnes se sont tournées vers nous. Des rires se sont figés, des verres ont tremblé. J'ai senti la nappe sous mes doigts, le tissu doux et coûteux que j'avais choisi parce que, pour une fois, je voulais un Noël sans dette dans l'air. Matteo me regardait avec les yeux de celui qui n'attendait aucune contradiction. À côté de lui, Ariadna souriait comme une présentatrice qui venait d'achever une bonne scène. Personne ne savait que les murs dorés de ce penthouse avaient été posés brique après brique par mes mains et par celles d'un homme que j'avais aimé et qui n'était plus là pour voir cette scène. Je me suis levée, sans hurler, sans répondre. Je me suis levée et j'ai quitté la table. La musique s'est tue comme si on avait coupé l'électricité. La porte s'est fermée derrière moi avec un claquement que je n'oublierai jamais. Ce bruit sec a été le vrai commencement de tout. Je ne suis pas partie parce que j'avais peur. Je suis partie parce que, à ce moment précis, j'ai compris que le problème n'était pas la phrase. Le problème était ce qu'elle révélait. L'arrogance d'un homme qui croit avoir tout mérité, sans savoir qui a porté les pierres et où elles ont été posées. Restez jusqu'à la fin pour entendre ce que je lui ai répondu et pourquoi ma réponse l'a figée. Quand on me demande d'où vient tout ça, la maison, la société, la façon dont Matteo a grandi dans le confort, je raconte la même histoire, parce qu'on ne réécrit pas les années. J'ai rencontré Antonio à l'époque où les rêves n'étaient que des esquisses sur des serviettes de table. Il avait cette façon d'expliquer les plans comme on décrit une chanson, avec des silences pour mesurer la portée. Nous avons commencé par acheter un petit immeuble dans un quartier qui n'était pas encore à la mode. Je travaillais 2 jours comme secrétaire dans une entreprise, je rentrais le soir et je passais la nuit à tenir compte, à appeler plombier, à apprendre par instinct comment reconnaître une bonne fondation d'une fondation qui finirait par se fissurer. Antonio n'était pas riche, il était opiniâtre, il avait une vision. Nous bâtirions quelque chose de solide, pas pour nous vanter, mais pour assurer un avenir. Je me suis accrochée à cette idée parce que j'ai toujours cru qu'on peut construire un chemin avec la patience. Il y a des nuits où je revenais à la maison avec les mains endolories, l'odeur du ciment encore sur les ongles, et Matteo, tout petit, attendait pour me regarder et sourire comme si j'étais une magicienne. Ces sourires m'ont donné la force de continuer. J'économisais surtout, je reportais les petits plaisirs pour acheter une porte, puis une poutre, puis une fenêtre. Avec Antonio, nous avons élevé Vega Proprietas comme on élève un enfant, en lui donnant de l'attention, du travail et des limites. Il y a eu des sacrifices, des jours de froid sans chauffage, des dîners frugaux, des robes portées jusqu'à ce qu'elles rendent l'âme. On a mûri dans la pratique du mutisme prudent. On ne se vantait pas, on ne parlait pas de ce que nous faisions. Pour Antonio, la discrétion était une vertu. Pour moi, elle est devenue aussi une arme à double tranchant. Nous voulions que Matteo ait confiance en lui, pas qu'il sache tout. Nous pensions que l'ignorance de certains privilèges le rendrait plus fort, plus créatif. Nous nous disions qu'il pense avoir mérité certaines choses. L'important, c'est qu'il se croit capable. Peut-être avons-nous mal mesuré l'effet de ce cadeau déguisé en protection. Le premier grand tournant a été la mort d'Antonio. Il est parti vite, comme emporté par un souffle. Je suis restée avec le chantier, les comptes, les clés et une responsabilité plus lourde que ma propre peur. J'ai continué. J'ai tenu la main de Matteo quand il a appris à marcher, puis quand il a appris à vivre dans ce monde où l'image compte autant que le travail. Je ne lui ai pas révélé les parts exactes, les biens au nom de la société, la façon dont Vega servait parfois de parapluie pour régler des dépenses qui nourrissaient leur confort. J'ai pensé que laisser certaines mettre limites invisibles lui offrirait une ère d'indépendance. J'ai eu tort quand cela a commencé à ressembler à dépendance. Les années ont filé. Matteo est devenu architecte. Il avait du talent, du goût, une vision. Je n'ai jamais contesté sa réussite professionnelle. Je l'ai soutenu. Mais alors qu'il concevait des façades pour la ville, il finissait par vivre derrière des façades qu'il ne savait pas posséder. Ariadna, avec ses longues histoires en ligne et ses amitiés qui ressemblent à des vitrines, a accentué l'idée que tout ceci était le fruit de leur mérite. Il vivait avec une aisance que je finançais par pudeur, par peur aussi, peur qu'il se sente inférieur, peur de briser ce fils que j'avais mis tant d'efforts à protéger. J'ai pris une longue inspiration. Il faut savoir quand transformer le silence en parole, mais il faut aussi mesurer la parole. Ma décision n'est pas née d'un mouvement impulsif, elle est née d'un calcul d'amour. Les jours qui ont suivi furent comme enfermer les travaux d'un chantier dans un bocal. Tout était comprimé et la moindre secousse menaçait d'éclater.
Je n'ai pas trouvé de joie dans l'idée de lui retirer des choses. Ce qui m'a donné du courage, c'était la vision d'un homme apte à se tenir debout par lui-même, sans croire que le monde lui devait tout. James, notre directeur exécutif, est venu au bureau le lendemain. James connaît la maison depuis des années. Il est un peu notre colonne vertébrale administrative. Nous avons parlé dans mon cabinet, face aux grandes fenêtres qui donnent sur la rue où autrefois Antonio plantait des arbres. « Tu veux en parler ?» a-t-il demandé, la voix basse. Dans ses yeux, il y avait la formule familière, loyauté, mais aussi pragmatisme. « Il n'y a pas grand-chose à expliquer », ai-je répondu. « Il y a des limites à tenir. J'ai caché des choses pour protéger, mais protéger ne veut pas dire perpétuer une dépendance. » James a hoché la tête. Il ne jugeait pas, il alignait simplement les pièces comme sur un plateau d'échecs. Puis, nous avons appelé Raquel. Raquel est notre avocate de confiance, une femme dont la voix commande et rassure à la fois. Elle est celle qui m'a appris que la loi n'était pas un levier pour briser des vies, mais un outil pour trancher des liens dangereux quand tout le reste a échoué. Nous ne cherchions pas à humilier, mais à créer une rupture constructive. Je veux que vous entendiez ceci. Chaque geste, chaque décision que j'ai prise ensuite a été longuement pesée. Il n'était pas question d'utiliser des oranges pour faire tomber un homme. Je cherchais une pédagogie sévère, mais juste. Le but était d'offrir la possibilité à mon fils d'éprouver sa capacité à reconstruire, pas de le punir pour le plaisir. Lorsque j'ai ouvert les comptes, ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Les cartes en circulation, les lignes de crédit, les paiements automatiques pour le penthouse, le leasing de la voiture, certains fournisseurs qui facturaient au nom de la société pour éviter de froisser des apparences, tout cela formait une structure cohérente destinée à permettre un certain niveau de vie. Je ne dirais pas que j'ai été naïve, j'ai été cautelosa, parfois complice de mon propre silence, mais le plus difficile n'était pas la somme d'argent ou le titre sur un papier, c'était la dépendance affective qui s'était installée. Matteo confondait confort et mérite, et quand on confond l'un avec l'autre, on finit par oublier comment affronter la réalité d'un refus. J'ai pensé à Carolina, ma mère, la grand-mère de Matteo. Carolina est une femme qui parle peu, mais qui a des phrases qui tombent comme des pierres honnêtes. Je l'ai appelée une nuit, après avoir passé des heures à étudier des relevés bancaires à la lueur d'une lampe. « Tu vas lui dire ?» m'a-t-elle demandé d'un ton sec. « Je ne veux pas le briser », ai-je murmuré. Carolina a ri, mais son rire avait la dureté d'un épi de maïs sec. L'amour qui ne casse rien n'enseigne rien. Nous avons bâti cette maison comme on pose des fondations. Si tu ne lui expliques pas comment tenir l'édifice, il pensera que les murs tiennent sans fondation. Et un jour, ces murs tomberont. Ces mots m'ont aidé. Ils ont dégagé la brume. J'ai compris que je devais choisir entre permettre une illusion qui finirait par tuer son autonomie ou provoquer un déséquilibre qui, bien qu'amer, pouvait le rendre plus fort. La décision n'a pas été prise comme on ferme un robinet. C'était un processus lent, fait de nuits sans sommeil et de conversations avec Jaime et Raquel. Nous avons établi une stratégie, des mesures proportionnelles, transparentes dans leur intention éducative. Annuler une carte de crédit, cela paraît trivial, mais dans notre cas, c'était symbolique. La carte était la ligne directe entre son style de vie et ma discrète bancabilité. Ne plus renouveler le bail d'un penthouse sous le toit d'un parapluie corporatif, cela relevait d'une décision administrative. Reprendre la voiture, c'était remettre entre les mains un objet dont le propriétaire légal dépendait parfois des décisions que je ne prenais plus pour lui. Chaque mesure devait être pensée pour qu'elle oblige à l'effort, et non qu'elle humilie gratuitement. Je me rappelle le jour où j'ai parlé avec Andrés Villanueva. Andrés est un mentor que Matteo avait, avant d'être éclipsé par les paillettes. Il a commencé sa carrière comme maître d'œuvre sur des projets modestes, et a construit une réputation d'homme qui mise sur le travail. Lors d'un café à l'angle d'une rue, il m'a regardé sérieusement. « Tu veux le corriger ou le détruire ?» m'a-t-il demandé. « S'il s'agit de le corriger, alors fais en sorte que la correction mène à une porte. S'il s'agit de le détruire, alors pardonne-moi, mais tu feras plus de mal que de bien. » Sa question m'a frappé comme un outil bien placé. C'était exactement le dilemme. Éduquer ou briser. J'ai choisi d'éduquer, même si l'éducation exigeait que je sois dur. J'ai décidé de rendre obligeant le fait de se lever et de travailler. Non comme châtiment, mais comme remède. Je voulais que Matteo se rappelle de sa capacité à concevoir, à bâtir, à tenir un plan jusqu'à la réalisation. Pas seulement à concevoir façade que d'autres entretenaient. J'ai aussi pensé à Rosa, ma voisine de toujours, qui n'a jamais eu beaucoup et qui donne sans calcul. C'est elle qui m'a rappelé, un après-midi où je pesais des décisions, que la dignité n'est pas une décoration, c'est une pratique quotidienne. Rosa ne connaît pas les polices d'assurance, ni les contrats de location. Elle sait ce qu'il faut pour se lever et refaire le toit d'un abri avec ses mains quand la pluie le menace. Elle m'a dit « Il faut que les jeunes apprennent ça. Pas pour te blesser, Marie, mais pour qu'ils sachent vivre. »
Alors nous avons commencé à poser des actes. Jaime a préparé les notifications, Raquel a vérifié les points juridiques, rien de spectaculaire, mais des mesures nettes. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai signé des lettres. J'ai signé la lettre indiquant que la carte liée au compte de dépenses de Matteo ne serait plus renouvelée. J'ai signé la décision de ne pas prolonger le bail du penthouse par l'intermédiaire de Vega. J'ai accepté que la voiture, immatriculée sous une ligne de la société, retourne dans le parc. Ces signatures étaient lourdes. Elles portaient le poids de mon silence passé et la responsabilité du changement à venir. Avant de donner le feu vert, j'ai rencontré Matteo, pas pour le confronter comme une accusatrice, mais pour tenter une dernière conversation. J'ai frappé à sa porte. Il était là, occupé à régler quelque chose sur une petite tablette, l'air ennuyé. « Maman, dit-il sans lever les yeux, tu tombes mal, nous sommes en pleine réunion de famille. » Je n'ai pas voulu créer une scène, je me suis assise. Son visage avait cette expression de celui qui se croit le centre de son monde, un monde que j'avais aidé discrètement à arrondir. « Matteo, commençai-je, il faut qu'on parle de certaines choses. » Il m'a pris au signal d'alarme et s'est redressé. Ses épaules se sont crispées, puis un éclat de colère est passé dans ses yeux. « Quoi encore ?» a-t-il dit. « Tu n'as pas autre chose à faire? Tu veux me ruiner la soirée ?» Il a prononcé ces mots comme un coup près. « Paix ou part » était son résumé de la colère. Mais derrière sa phrase, il y avait une façon de penser. La vie est une suite de privilèges qu'on obtient. Je pouvais répondre en lui rappelant ce que j'avais fait, en l'accablant de dates et de factures. J'ai choisi autrement. « Matteo, répondis-je calmement, je ne veux pas te ruiner. Je veux que tu te tiennes debout. Ce que je vais faire n'est pas une vengeance, c'est une leçon d'autonomie. Je vais retirer certaines facilités que tu as prises pour acquises. Elles ne t'appartiennent pas comme tu le crois. » Un silence a suivi. Il me regardait comme si j'étais devenue soudainement incompréhensible. Je cherchais un contact, un signe qu'il comprenait le dessous des choses. Il a vu que je n'allais pas lever la main, ni menacer. Il a vu plutôt un visage où, sous l'amertume, il y avait une sollicitude froide. Il a haussé les épaules et est retourné à la fête. Il m'a dit, sur le pas de la porte, « Paix ou part ». C'était sa provocation, comme s'il défiait qui que ce soit de venir lui prendre ce qu'il croyait mériter. Ce soir-là, à la fenêtre de mon appartement, j'ai regardé la ville. Les lumières de Polanco faisaient de petites constellations. Des façades brillaient, des panneaux publicitaires clignotaient. J'ai senti pour la première fois l'énormité de la décision qui m'occupait. N'allait-elle pas finir par briser notre relation? Peut-être. Mais je me suis souvenu d'Antonio qui me disait qu'un véritable héritage, ce n'est pas l'argent laissé, mais la capacité transmise de marcher sans tenir la main d'un bienfaiteur. Si j'étais l'architecte d'un héritage, je devais concevoir aussi le plan de l'indépendance. Les jours suivants furent un enchaînement de petites batailles administratives, de courriers et de conversations délicates avec des fournisseurs. Je ne me vante pas de la bureaucratie, je dis seulement ce qui s'est passé. Jaime a fait les envois, Raquel a signé des pièces et j'ai demandé qu'on conserve toute trace de notre intention pédagogique, afin qu'on comprenne que ces mesures n'étaient pas une vengeance personnelle, mais une démarche structurée. J'ai préparé une enveloppe pour Matteo. Pas une lettre de reproche, mais un document où j'expliquais, sans fioriture, la nature des actions, les raisons et l'ouverture à la réconciliation si le chemin de l'effort était entrepris. Je voulais qu'il sache que je n'agissais pas dans un désir de domination, mais pour lui offrir la chance de se redéfinir. Il y a un moment précis que je revois souvent, celui où j'ai posé le stylo après avoir signé. Ma main était tremblante, non pas à cause de la force, mais parce que je venais de rompre un pacte silencieux que j'avais moi-même instauré. Signer ces lettres, c'était comme retirer une planche d'un échafaudage. On espère que l'édifice tiendra encore, mais on n'en est plus sûr. Ce soir-là, après avoir tout envoyé à Jaime pour exécution, je suis restée seule dans mon salon. Le sapin de Noël était déjà démonté dans ma tête. J'avais la conviction nette que l'on apprenait mieux dans la chute contrôlée que dans le confort perpétuel. Mais je connaissais aussi la douleur d'une chute. Elle est vraie, elle laisse des marques. Je pensais à Matteo, à ses rêves d'architecte, à la façon dont il corrigeait des plans d'un geste assuré. Je voulais qu'il retrouve ce geste assuré, sans l'écho d'un parapluie invisible couvrant ses erreurs. Et puis vint le moment où la sonnette de la porte a retenti. Je ne m'attendais à personne. J'ai ouvert. C'était Jaime, avec une enveloppe blanche et une expression contenue. « Elles sont prêtes », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je savais que quelque part entre la poste interne et la boîte aux lettres du penthouse, une série d'événements commençait. J'ai posé la main sur l'enveloppe et j'ai senti le poids de ce qui allait suivre. Non plus seulement des papiers, mais des possibles cassures et des reconstructions. Je n'ai pas encore assisté à la chute. J'ai seulement préparé le terrain pour qu'elle advienne, sans qu'on y mette la malveillance pour carburant. Le véritable questionnement était ailleurs. Aurais-je le courage de soutenir mon fils quand il se retrouverait face à la réalité, ou écouterais-je la tentation de lui retirer tout contact?
J'espérais la première réponse. Je savais que, dans ce jeu d'éduquer par des gestes fermes, je ne pouvais pas être absente au moment où il aurait besoin d'un appui, même pour panser ses blessures. C'est dans cette attente que je me suis arrêtée ce soir-là à regarder la rue. Les lumières de Noël s'éteignaient progressivement. J'avais l'impression d'être sur le seuil d'un chantier. La structure était prête pour être retouchée et je devais maintenant voir comment les ouvriers, mon fils et la vie, s'adapteraient. Je n'avais encore rien brisé. J'avais seulement choisi de permettre qu'il engage le travail de la reconstruction. La première enveloppe a quitté notre bureau quelques jours après. Jaime m'a regardé une dernière fois, comme pour me demander si j'étais sûre. J'ai hoché la tête. Il est parti. La machine s'est mise en marche. Je n'ai pas encore vu les conséquences, mais la vérité est une chose que l'on ne peut pas garder éternellement scellée. Et parfois la vérité à l'allure d'une lettre recommandée qu'on tient dans la main avant de l'envoyer. La première lettre a été reçue 3 jours plus tard, au milieu d'un déjeuner où l'air semblait encore chargé des conversations du week-end. Matteo l'a ouverte devant tout le monde, comme pour défier la paperasse. Il aimait que tout se transforme en performance. La feuille était sobre. Notification de non-renouvellement du bail, rappel de la clôture de la carte et convocation pour la restitution du véhicule immatriculé au nom de la société. Il a pâli d'abord, puis ses doigts ont commencé à trembler. Ariadna a ri un peu, nerveuse, comme quand on essaie de masquer un glissement sous des talons. « C'est sûrement une erreur », a-t-elle murmuré. Matteo a serré les lèvres. Il m'a regardé, comme si mon visage allait lui apporter une bouée. Je ne lui ai pas fait le plaisir de hausser la voix. Je n'ai pas accouru pour l'étreindre ou pour subir sa colère. J'ai seulement gardé le silence, et le silence, parfois, parle plus fort qu'un discours. Il y a eu des murmures, des regards rapides, des téléphones sortis. L'enveloppe blanche, jetée sur la table du salon, était comme un plan d'architecte que l'on découvre pour la première fois. On voit les limites, les coupes, les espaces, où il faudra désormais poser des murs avec d'autres mains. La première réaction de Matteo a été de chercher la faille administrative. Il a appelé Jaime sous le regard des invités. Jaime, professionnel, poli, a réitéré ce qui avait déjà été dit. Il n'y avait pas d'erreur, la décision avait été prise. Et plus que la paperasse, ce fut la perte de l'automaticité, le geste qui rendait tout possible sans conversation, qui l'a frappé. La carte ne passait plus dans les terminaux, la clé de la voiture ne répondait plus quand on l'appuyait. Le monde qui, jusque-là, avait été élastique sous ses désirs, a soudainement retrouvé des résistances. Ce fut l'humiliation publique, bien sûr, mais avant que la fierté le s'enflamme, il y eut la sidération. Ariadna crut bon de hausser le ton, de dire que tout cela relevait d'un malentendu. Elle parlait pour calmer son image, plus que pour soutenir son mari. C'est là que les doutes commencent à mordre le cœur d'un homme, quand la femme à son bras commence à mesurer le coût de la posture, plutôt que la valeur de l'homme. Elle a rangé ses stories Instagram en secouant la tête, elle a refermé son téléphone, puis l'a reposé comme on repose un masque. Matteo a quitté la fête ce soir-là, non pas avec l'ardeur d'un affrontement, mais avec la lenteur d'un homme qui vient de perdre l'équilibre. Il est parti seul, sans valise, comme si la seule chose qu'il devait prendre était sa fierté. Les premières nuits, il a dormi peu. Les messages sont devenus plus rares, les appels plus pressants. Je savais qu'en déclenchant l'effondrement, j'ouvrais aussi une porte vers la reconstruction, et que, comme tout travail sérieux, la reconstruction serait sale, difficile et lente. Les semaines qui suivirent furent un enchaînement de petites humiliations au goût salé. Il se rendit compte que la carte ne fonctionnait plus au marché où il achetait toujours ses fruits, que la réservation pour un dîner de presse ne passait plus sans carte valide, que la télécommande de la place de parking restait muette. Un soir, devant une devanture, il pressa le bouton de la télécommande encore et encore, comme pour rappeler la magie. La voiture, pourtant, fut reprise une semaine après, dans la matinée, par un employé qui avait l'air plus gêné que menaçant. Matteo la regarda s'éloigner, et pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas le compris d'appeler un chauffeur. Il y eut des instants de colère franche, oui, des conversations hâtives, des accusations, des portes claquées. Mais l'épreuve la plus pénible fut la perte du regard des autres, ces regards qui, jusque-là, valorisaient son costume, son adresse, le nom de sa femme sur certaines listes. Les gens ne l'attendaient plus avec la même révérence. Ses amis commencèrent à l'appeler différemment, certains disparurent sans prétexte. C'est étrange comme les faux avions de la réussite fondent quand la piste est retirée. Ariadna décida, avec l'instinct politique de ceux qui vivent de l'image, de prendre quelques distances. Elle parla de repositionnement et de nouvelles narrations. Leur relation se fissura presque aussitôt. Ce qui était autrefois une alliance fondée en grande partie sur des apparences a tenu jusqu'à ce que l'un des piliers s'effondre. L'orgueil est très exigeant de son partenaire. Quand la nourriture qu'il requiert se raréfie, il préfère souvent partir. Elle partit en effet, emportant dans son sillage quelques meubles, quelques vêtements et des photos professionnelles qui validaient encore un certain statut. Matteo, assis sur le sol vide du penthouse où les lumières de Noël n'éclairaient plus qu'un espace froid, se sentit pour la première fois tout nu.
Il y eut un moment, pendant cette période, où il vint frapper à ma porte. Ce ne fut pas une confrontation, ce fut une demande maladroite, presque muette. Il était plus jeune même, dans ses gestes, comme si la frayeur avait retiré la poussière de certains souvenirs. Je l'ai fait entrer. Nous avons parlé, mais pas autant que je l'aurais voulu. Les mots, parfois, s'effeuillent et laissent intact ce qu'il faut réparer par le travail. « Maman, murmura-t-il, je peux rester quelques jours? Juste le temps de me remettre. » Je sentais la fragilité sous sa voix, la réponse qui lui avait gelé l'autre soir, celle que j'avais laissée dans l'air et qui avait cliqué comme un aimant froid, était la même. Pars, mais reviens quand tu auras bâti quelque chose à toi. Je n'avais pas besoin de le répéter comme un juge. Le geste que je fis, à ce moment, fut de ne pas l'envahir. Je lui proposai une chambre, un toit, mais je lui demandai aussi de m'expliquer, de travailler pour gagner sa place s'il voulait rester au-delà de quelques jours. Il accepta, embarrassé. Les mois devinrent pour lui une succession d'emplois que je ne lui avais jamais obligé à faire. Il accepta d'abord des missions de dessin pour un petit bureau, puis, parce que dessiner seul sur un écran ne lui donnait pas ce contact à la matière qui lui manquait, il prit des heures sur des chantiers, des tâches humbles, porter sacs de ciment, nettoyer, mesurer. Andrés l'accueillit, naturellement. Andrés n'était pas étonné par la chute. Il ressemblait à ces hommes qui savaient que les routes montent et descendent, et que la seule chose à faire est marcher. Andrés le prit sous son aile comme on prend un apprenti, mais il ne le protégeait pas des réalités. Il lui fit mesurer, centimètre par centimètre, la différence entre une façade bonne sur papier et une façade qui tient aux assauts du vent. Il lui fit connaître les ouvriers, ceux qui étaient fiers de leur claudication, ceux qui avaient des mains pleines de lames d'acier, mais avec des os attentifs. Matteo apprit à parler autrement avec eux. Il apprit l'humilité du geste répété, la répétition qui peu à peu forme la figure d'un homme. Pendant ces mois, j'observais. Je ne l'ai pas abandonné à la rue. J'ai été présente d'une manière mesurée. Je payais des factures de santé quand il en avait besoin. J'offrais un peu d'argent de poche pour qu'il puisse manger correctement, mais jamais assez pour qu'il retrouve son style de vie d'avant. On m'accusera peut-être d'avoir été cruelle. Je n'y peux rien. Mon but n'a jamais été de le briser. Je voulais lui offrir la possibilité de se lever. Et souvent, pour se lever, il faut que quelqu'un accepte de rester et de regarder. Il apprit à cuisiner des plats simples. Il apprit à réapprécier le pain. Il se lia d'amitié avec Rosa, ma voisine, qui lui fit goûter des recettes sans beurre ni prétention, mais pleines de parfum. Rosa aimait raconter des histoires de vie en faisant bouillir un pot de haricots. Le plus important, lui disait-elle, c'est d'avoir la dignité d'être capable de dire « je l'ai fait » quand on te demande d'où vient ta maison. Ces phrases, simples, plantèrent des semences profondes dans l'esprit de Matteo. Un jour, alors qu'il revenait du chantier couvert de poussière, il entra dans mon bureau avec une liasse de plans serrée contre son torse comme un trésor. Il avait passé des nuits à rêver des logements pour des familles comme celle de Rosa, petite maison digne, fonctionnelle, sans effet de luxe mais pleine d'intelligence. Il avait compris quelque chose d'essentiel, qu'un toit n'est pas uniquement un lieu de confort, mais un point d'appui pour la dignité. Son projet était une réponse à ce qu'il avait vécu, et aussi une façon de rendre au monde ce qu'il avait cru mériter pour lui seul. Andrés le présenta à un petit comité d'investisseurs et d'acteurs sociaux. Ils furent surpris par la maturité des plans, par la sensibilité des espaces, par la façon dont il pensait les pièces pour accueillir la vie et non la vitrine. Pourtant, comme toujours, l'accès aux ressources restait la barrière. Il fallut du temps pour convaincre, pour démontrer que le projet n'était pas un caprice d'un fils désorienté, mais une initiative rigoureuse, capable de produire un impact réel. Matteo travailla sans relâche, acceptait des critiques, retravaillait ses budgets, apprit à lire des tableaux de coûts, non pas pour s'extasier devant des chiffres, mais pour comprendre comment, par petites économies, on pouvait offrir un ventail plus large de dignité. Le chemin le mena jusqu'au conseil de Vega Proprietades. La même table où des décisions de confort et de routine avaient été prises se transforma pour un instant en tribunal et en lieu d'opportunité. Matteo entra dans la salle, un homme plus mince en apparence, mais avec une colonne vertébrale plus droite. Il présentait son projet avec une honnêteté qui surprit ceux qui le connaissaient pour son assurance d'avant. Il parla ouvertement de sa chute, de ses erreurs, de la facilité qu'il avait assoupie. Il ne cherchait pas à maquiller son passé, il le posa comme fondation pour la crédibilité de son projet. Je l'écoutais, assise parmi ceux qui avaient jadis applaudi ses réceptions. Il ne mendiait pas une seconde chance, il demandait des partenaires pour réaliser un bien commun. Son discours ne cherchait pas l'admiration, il cherchait la responsabilité partagée. Quand il termina, il y eut un silence que je connus bien, ce silence où la vérité, enfin, n'a plus besoin d'être accompagnée d'invention. Le conseil prit des jours pour délibérer.
Jaime m'envoyait des messages, mes collègues m'appelaient, on posait des questions, on réalisait des auditions. Certains membres du board furent sceptiques, d'autres virent un potentiel qui dépassait la simple rentabilité. J'étais moi-même dans une position compliquée. J'avais été l'actrice de la chute de mon fils, et à présent j'étais face au choix de soutenir son projet. La question était moins technique que morale. Avais-je accompli ce que je voulais en le laissant tomber, c'est-à-dire l'avoir poussé à redevenir l'artisan de sa propre vie, et pouvais-je maintenant, sans hypocrisie, accompagner son œuvre qui allait profiter à d'autres? La réponse, qui me parut évidente, n'était pas automatique. Soutenir maintenant ne me dédouanait pas des méthodes que j'avais employées, mais cela me permettait d'enseigner la cohérence, poser une exigence et, si elle est remède, la tenir jusqu'à offrir ensuite la main pour aider à se relever. J'ai donc pris une décision claire. Je laisserai le processus du conseil suivre son cours, mais si le projet prouvait sa valeur technique et sociale, Vega participerait non pas comme un parrain qui rachète une faute, mais comme un partenaire qui reconnaît une compétence retrouvée. Pendant ces mois d'attente, la santé m'a joué un tour que je n'avais pas su voir venir. Le stress, la fatigue, les nuits à écrire des lettres et à signer des décisions, tout cela a laissé sa trace. Un matin, alors que j'étais dans mon bureau en train de revoir des plans, j'ai senti une douleur violente dans la poitrine. Le monde a pris la couleur de la map d'un dîner de Noël qu'on oublie trop souvent, blanc éclatant, et tout à coup de l'espace vide. Jaime m'a trouvée pâle, les mains froides. On m'a conduite à l'hôpital. On a parlé d'infarctus, puis d'angine instable, des mots que j'entendais comme une langue étrangère. Antonio n'était plus là pour m'emmener vers la pharmacie des gestes simples. J'ai compris que le corps avait ses limites, et que même si l'on peut bâtir des solides comptes, on ne peut pas retenir indéfiniment la fatigue d'une vie entière. Matteo vint à l'hôpital. Il entra dans la chambre avec cette hésitation que j'avais observée lorsqu'il était encore enfant et qu'il craignait d'avoir déçu une maîtresse. Il s'était rasé, ses coudes avaient des marques de chantier, ses mains portaient encore la trace de ciment. Quand il s'approcha de mon lit, quelque chose se brisa entre nous, mais d'une manière qui n'était ni accusation ni pardon facile, c'était la vérité à nu. « Maman, dit-il, la voix basse, je ne savais pas, je ne pensais pas que ça irait si loin. »« Je le sais, répondis-je, sans dramatiser. Ce n'est pas une question d'aller loin, c'est une question d'être juste. » Il prit ma main. Sa paume était chaude, rugueuse. Avoir ses mains dans les miennes me fit comprendre plus encore que ce que j'avais voulu n'était pas de le punir, mais de lui apprendre. Je vis dans ses yeux l'humilité qui transforme. Ce fut dans cette chambre d'hôpital, entre les bruits des appareils et la lumière timide qui filtrait par la baie, que je décidai de lui révéler une chose que j'avais longtemps gardée. La structure de propriété, les titres, la manière dont certaines choses étaient au nom de la société, tout cela n'était pas le produit d'un hasard. Je lui expliquai d'un ton mesuré et sans fioriture que j'avais été la pierre et la main qui, avec Antonio, avaient tissé cette toile. Je lui dis que j'avais protégé, que j'avais parfois laissé l'illusion faire son œuvre pour forger son courage, mais que j'avais franchi un seuil en voyant l'arrogance qui s'installait. Je lui confiais que j'avais choisi de le mettre face à ses responsabilités parce que je croyais plus à la force d'un homme qui sait se tenir debout que d'un fils qui croit tout mériter. Ses yeux se remplirent de larmes, pas ces larmes de dépit, mais celles, plus rares, de la reconnaissance tardive. Il me dit alors quelque chose qui m'a traversée. J'étais imaginée comme une source inépuisable. Je n'avais jamais pensé que j'étais un bénéficiaire. Nous avons ri un peu, gênés. Ces instants n'étaient pas de la grâce spectacle, c'était la sincérité d'un échange construit sur la crainte et le désir de réparer. Je lui racontais aussi, sans dramatisation, la raison pour laquelle j'avais laissé tomber la phrase « parce ». Ce n'était pas un rejet définitif, c'était un défi lancé à la personne que j'espérais qu'il devenait. « Je t'ai dit cela pour que tu sentes que quelque chose t'est enlevé », lui dis-je, « pour que tu sentes le vide et que tu veuilles le remplir par ton travail. » Il se souvenait, plus nettement à présent, de l'effet de mes mots ce soir-là. Il avait été figé, non seulement par la peur, mais aussi par la possibilité qu'il avait entrevue, la possibilité d'une vie où il serait le maître de ses propres plans. Après la crise, lorsque je commençais à récupérer, il y eut un moment où il se présentait devant moi avec un dossier presque trop grand pour ses mains. C'étaient les plans du projet social qu'il voulait lancer. Il avait peaufiné les chiffres, trouvé des partenaires locaux, rencontré des familles qui pourraient bénéficier d'un habitat digne. Il me demanda, sans fierté ni mendicité, si je souhaitais voir les plans. Je les regardais et reconnus, dans chaque cour, chaque pièce, une intention précise, créer non du luxe, mais de l'espace pour la vie. C'était la même architecture d'exigence et de pertinence qu'Antonio aimait enseigner. Je sentis alors que peut-être notre stratégie avait porté un fruit que je n'avais pas su imaginer au départ. Le conseil de Vega décida finalement d'accorder un financement partiel, sous condition d'un pilotage rigoureux. Jaime fut chargé de veiller à la transparence, et Racal établit les contrats en insistant sur l'éthique du projet. J'aimais cette idée, non pas donner pour acheter une faute, mais investir pour créer un impact durable.
j'acceptais d'apporter une contribution significative, non pour effacer ma décision qu'il avait fait tomber, mais parce que je pensais qu'un parent a la responsabilité d'accompagner la réparation qu'il a provoquée. Le jour où la première pelle fut plantée dans la terre, je me tenais à côté de Rosa et de Carolina, ma mère. Il y eut des enfants qui couraient, des voisins qui portaient des sandwichs, des ouvriers qui riaient. Matteo, au milieu de ce tumulte, serrait les plans contre lui. Il n'était plus l'homme du penthouse, mais la personne qui savait maintenant comment un mur se dresse, comment une communauté se fond. Il travaillait avec les gens, écoutait leurs besoins, adaptait son projet à la vie réelle plutôt qu'à une esthétique rêvée. Tout en lui semblait plus vrai. Les mois d'ouvrage furent remplis d'efforts. Réunions, visites de chantier, coordination, ajustements. J'ai vu Matteo découvrir la beauté du détail utile, cette attention qu'on accorde aux chauffe-eau, aux fenêtres, aux circulations. L'inauguration du premier lot se déroula 1 an après la phrase qui avait tout déclenché. Les familles reçurent les clés. Il y eut des chants, des pleurs, des applaudissements. Rosa prit la main de Matteo et la serra, comme pour sceller un pacte entre 2 générations. Je l'ai regardé, et j'ai su que c'était là la meilleure façon de mesurer un héritage, voir l'usage qu'en font ceux qui vivent dedans. Ce soir-là, à l'inauguration, alors que la foule repartait sous la lumière des lampadaires, un journaliste me demanda en souriant « Comment vous sentez-vous, Madame Vega ? Vous avez bâti tout cela ?» Je pensais à Antonio, à son rire sec, à Carolina qui disait que l'amour qui n'apprend rien n'enseigne rien. J'ai répondu, en mesurant mes mots, ce que je voulais qu'on retienne. Nous avons construit quelque chose qui tient, et nous avons aussi appris à ne pas confondre la générosité avec le service. La réconciliation avec Matteo n'a pas été un clin d'œil miraculeux, mais une suite de gestes et d'efforts constants. Nous avons partagé des dîners où la simplicité était la règle, pain frais, soupe, rire plus calme. Il ne s'agissait pas uniquement de pardonner ou d'être pardonné, mais de créer une nouvelle histoire où nos rôles se redéfinissaient. J'étais sa mère, bien sûr, mais j'étais aussi partenaire dans un projet commun. Je l'ai accompagné dans son développement professionnel, lui donnant l'espace pour diriger, mais sans jamais reprendre la place qu'il avait conquise par l'effort. À Noël, après l'inauguration et après que la première tranche ait été occupée, nous avons réuni quelques proches. Pas une fête somptueuse, mais un dîner sincère. Matteo prit la parole devant la table. Sa voix tremblait au début. Il regarda Ariadna qui n'était plus là, puis moi, puis les voisins. Il parla de l'hiver où il avait cru perdre tout repère, et de la chaleur qu'il avait trouvée dans le travail et dans la communauté. « Maman, dit-il d'une voix que je n'oublierai jamais, tu m'as fait tomber pour que je sache me relever. Cela a été la chose la plus difficile et la plus juste qu'on ait jamais faite pour moi. » Les larmes montèrent facilement, mais elles n'étaient pas des armes, elles étaient des signes d'apprentissage. Je répondis peu. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots. À la fin du repas, quand nous avons débarrassé, j'ai entendu un petit bruit, une phrase murmurée. « Merci. » Et je suis alors que l'action avait atteint sa fin. Non pas une fin parfaite, mais une conclusion juste. Dites-moi en commentaire, auriez-vous agi comme moi ? Et si vous avez une histoire semblable, racontez-la. Parfois, nos chutes et nos relèvements peuvent aider quelqu'un à tenir son prochain chantier.